Bonjour, si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble jusqu'à midi avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec aujourd'hui Brice Nkonda, bonjour, conseiller régional du UDI d'Île-de-France. Bonjour Valérie. Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Bonjour Alexis, tous les lundis matins, pas tous les matins, ça ferait beaucoup. On vous retrouve sur Sud Radio dans la matinale. Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Bonjour Sophie. Également, acte 53 des Gilets jaunes. On va tirer un petit bilan, beaucoup de choses à dire. A-t-on laissé faire les casseurs ? Pourquoi cette manifestation autorisée place d'Italie alors qu'il y avait des engins de chantier, des travaux, que c'était une place effectivement facilement nassable ? Et puis le mouvement, assez peu de mobilisation finalement, mais il faut dire que ça s'est plutôt pas mal passé partout dans le reste de la France. Dites-nous si vous étiez, si vous avez manifesté samedi, on en parle, 0826 300 300, et puis l'alcool au volant. Revoilà la tolérance zéro avec vous. Donc commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Sophie, commençons avec votre coup de cœur. Oui, c'est un coup de cœur, coup de gueule, ce qu'on veut. D'abord, un peu coup de cœur pour Nicolas Sarkozy, qui a été envoyé par le président Macron au Japon, à Tokyo, et qui a demandé l'autorisation au président japonais, etc., de voir Carlos Ghosn. Et je trouve que l'attitude française, du MEDEF, Dieu sait si Geoffroy Roux de Bézieux est un formidable président, mais le MEDEF a eu peur de dire quoi que ce soit, parce que si on disait quoi que ce soit sur Carlos Ghosn, on avait tous l'air de patron salaud, et de soutenir évidemment le règne de l'argent. Donc laisser tomber par son pays de façon inimaginable, pas un mot, le ministre des Finances quand même, on n'a pas le droit de se comporter comme ça. Alors, présumé coupable, on ne tente pas faire de procès, hein, on le met en tout de suite. D'ailleurs, il y a passé un temps infini. Il n'a pas le droit de voir sa femme depuis je ne sais pas combien de temps. Je veux dire qu'on ne se comporte pas comme ça. Et puis c'est quand même, alors il est certainement, je ne veux pas dire coupable ou pas coupable, il a certainement des torts qui seront prouvés. Mais je veux dire, ce type a fait... Ou pas. Mais enfin, je suppose qu'il y a quelque chose quand même. Présomption d'innocence. La présomption d'innocence, ça vous va bien sur un plateau. Vous êtes tous trouillards, là. Mais non. La présomption d'innocence. Mais le mec, il est en tôle. Personne n'est venu une seconde à son secours. Oui, mais s'il est en tôle et qu'il a fait, que vous êtes en train de dire qu'il a peut-être fait des trucs, on va pas le voir. J'espère, presque. Voilà. Presque qu'on va trouver quelque chose. Parce que sinon, c'est les droits de l'homme qu'il faut ameuter. Donc vous dites que Nicolas Sarkozy est allé voir, c'était la moindre des choses. La moindre des choses. Est-ce qu'il n'y est pas allé à la demande du président de la République? À mon avis, non. Également. Non, il y est allé de sa propre initiative. Il aime bien les gens qui sont en prison. Actuellement, il y en a quelques-uns. Et je trouve que, en plus de ça, on oublie, d'accord, imaginons qu'il soit coupable d'énormément de malversations. Imaginons. Il a fait quelque chose d'extraordinaire, il a monté un groupe et il allait continuer. Bref, très bien. C'est pas bien ces espèces de boucs émissaires. Ils représentent l'argent et ras-le-bol de vouloir absolument montrer du doigt et vouloir le pire pour ces gens-là. Alors on va passer à Alexis Poulain. Alors moi, c'est un coup de cœur pour le 5e salon du livre des lanceuses et lanceurs d'alerte qui aura lieu à Montreuil. Absolument, c'est le 5e, dites donc. Mais on n'en parle sans doute pas assez parce que vous savez, on va parler d'Epakine, on va parler Lubrizol, on va parler de tous ces gens sans qui finalement on n'aurait pas forcément une meilleure santé et pas forcément une meilleure vie et qui sont maltraités par la loi, malmenés par les faiseurs de loi avec la loi secret des affaires et où finalement sans eux, c'est une veille citoyenne qui s'est organisée. Moi, j'en parle, je vais faire le débat d'ouverture vendredi à 18h, donc à 19h, pardon. Petite promo. Il faut absolument, avec le président d'Act Up, parce que le sida, on n'en parlait pas à l'époque. Il a fallu ces lanceurs d'alerte pour dire que c'était une épidémie d'une rare ampleur et dont on n'en prenait pas justement la charge et l'ampleur. Et donc voilà, je vous invite à ceux qui peuvent venir. C'est donc les 22, 23 et 24 novembre à Montreuil, à la Parole Errante, tout le week-end pour rencontrer... La Parole Errante. Oui, absolument. C'est une salle. Donc c'est le salon des lanceurs d'alerte, donc qui aura lieu à Montreuil, 22, 23 et 24 novembre. Il y a un site des livres au pluriel et l'alerte.fr. Frédéric, c'est plus joyeux. C'est triste et puis joyeux. Donc c'est ni coup de cœur ni coup de gueule. C'est 2 disparitions dans l'univers de la chanson française. C'est un peu triste quand même. La chanson française, moi j'y suis très attaché. C'est Éric Morena, samedi, l'auteur inoubliable du tube
Au Mont Bateau, je suis content que la régie est au taquet. Ouais. Il est resté 4 mois numéro 1 du top 50, qui est mort d'une longue maladie. Et puis dimanche, Fred Mella, le dernier compagnon de la chanson, c'est quasiment 60 ans de carrière. Il était encore sur scène en 2008, puis les compagnons de la chanson, il y a un lien bien sûr avec Edith Piaf que tout le monde connaît. Ça montre la diversité de la chanson française, quelqu'un qui a fait un tube malheureusement pour lui sans lendemain, la longévité de la chanson française. En parallèle est sorti jeudi le premier titre de l'album de Renaud que l'on donnait lui aussi mort pour la chanson. C'est la chanson française qui, je dirais, fait partie de manière intégrante de notre exception culturelle que nous envie tellement de pays que je voulais mettre à l'honneur ce matin. En espérant qu'ils ne sont pas tous mourants quand même. Non. Et juste un tout petit mot, je sais, mais vous avez dit d'une longue maladie, ce qu'on comprend. Et à chaque fois, cancer, il faut dire le mot d'un cancer parce que c'est la maladie. On les guérit. Les gens ont des cancers et on les guérit énormément. Et voilà. Oui, il faut le dire. Il faut dire des choses. Brice Nkonda, votre coup de gueule? Alors moi, c'est un gros coup de gueule. Vous savez que le gouvernement va rendre ses conclusions sur le Grenelle des violences faites aux femmes le 25, donc dans une semaine. Et moi, j'ai l'impression que c'est un sujet où on n'est pas suffisamment radical. C'est-à-dire qu'on a certains cas où on sait que les hommes sont de véritables bourreaux, à la fois pour leurs femmes et pour leurs enfants, qui ont des casiers judiciaires qui sont longs comme le bras. Et pour autant, on est toujours tatillon et je pense qu'on va pas assez loin. Il y a vraiment des cas où il faut retirer l'autorité parentale aux parents, enfin au papa en l'occurrence, et le mettre en prison. Et je pense qu'il y a beaucoup de cas qui traînent en longueur. Et pendant qu'on fait un Grenelle et qu'on discute, il y a des femmes qui souffrent et des enfants qui au jour le jour ont des souffrances à la fois physiques et psychologiques. Alors, il y a certains sujets qui commencent à filtrer, comme le secret médical. Alors, au-delà du secret médical, c'est vrai que les médecins, moi je le pense vraiment, un rôle incontournable. Il faut poser la question à ces femmes. Il faut leur poser la question pour qu'elles soient capables. Elles attendent cette question. Elles ont des réponses à donner. Et je pense qu'il faut effectivement beaucoup miser sur la formation. C'est ce que demande l'appel des différents médecins. Oui, de pouvoir lever le secret médical. Alors, c'est pas forcément lever, mais en tout cas les former. Non, les former, c'est pas forcément lever le secret médical, mais que les médecins soient vraiment des acteurs incontournables parce qu'ils peuvent l'être pour déjà poser la question, prendre les informations, accompagner et surtout la formation. La formation aussi des policiers municipaux. Il y a 80% des plaintes aujourd'hui qui sont classées sans suite. Quand on parle des médecins... Alors laissez terminer Brice. Laissez terminer Brice, Sophie. Elle a envie d'intervenir. Mais c'est vrai que c'est un sujet... Aujourd'hui, par exemple, par rapport aux médecins, il y a un protocole qui existe pour les enfants en grave danger. Alors pourquoi ce protocole ne pourrait pas être étendu aux femmes victimes de violences ? Je vous rappelle qu'il y a un enfant qui est mort de malnutrition, de dénutrition et de mauvais traitement la semaine dernière. Donc il y a un vrai problème avec mais alors je voudrais vous dire, et à chacun d'entre nous, j'ai vécu 2 cas comme ça. J'étais à la pharmacie à la montagne et il y a une dame qui arrive, toute bourgeoise, proprette, avec le visage bleu. Et la pharmacienne dit « Madame, qu'est-ce qui se passe ?» Et encore, puis je la vois parler doucement à la dame. Et la pharmacienne dit « Mais il faut faire quelque chose. » Et cette dame s'en va et je dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Elle me dit « Son mari là-bas. » Et que faire ? Et que faire ? Le dénoncer, on a peur qu'il la batte encore plus, parce que, je veux dire, en attendant, je veux dire, ce qu'on ne prend pas en compte, c'est l'urgence de ce phénomène. Parce que quand une femme est battue, c'est pas le signalement c'est l'instant. Je veux dire que ça c'est pas pris en compte. Je pense que personne n'ose dénoncer. Moi, j'ai eu le cas d'une femme qui arrivait dans des dîners aussi, et elle avait souvent des traces, et entre copines, on se disait, mais c'est pas possible, il la bat ou quoi ? Et que faire ? Moi, je pense qu'il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet de la formation de tous les acteurs. Même au sein d'une collectivité, les différents services d'une mairie, par exemple, doivent être formés pour détecter ce genre de cas. Les policiers municipaux, rendez-vous compte qu'il y a 80% des plaintes qui sont classées sans suite, sans compter toutes les femmes qui n'osent pas porter plainte. Mais qu'est-ce qu'il fait, le policier ? Exemple, moi, j'ai la fille d'un de mes amis sont parfois démunis parce qu'il n'y a pas de conséquences. Ils sont démunis. Elle a été battue par son mari, lui, est désespéré. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, ce que je trouve plus grave politiquement, c'est effectivement ce Grenelle. On va voir à quoi il va aboutir, mais il y avait quand même des décisions immédiates. Et quand Nicole Belloubet dit la chaîne pénale n'est pas satisfaisante, avec cette phrase qui moi m'a fait sursauter, les victimes avouent rarement. La victime, elle avoue pas. Elle avoue pas cette phrase m'a choquée, mais c'est vrai qu'il y a une certaine hypocrisie. Je vois Laurence Rossignol qui a tweeté en disant il y a quelques jours, on défendait un amendement visant à suspendre l'autorité parentale pendant l'ordonnance de protection.
protection. La même garde des Sceaux s'y était opposée. Et là, d'un seul coup, on se réveille. C'est n'importe quoi. Il faut aller plus vite et plus loin parce qu'il y a une question d'urgence. Je suis tout à fait d'accord. C'est l'urgence, c'est dans la journée quand on est battu. Bah oui, mais bon, si c'était aussi simple, il n'y aurait pas combien 135 féminicides. Je suis d'accord. 135 féminicides. Il faut prendre des décisions et on en prend pas. Alexis Bachelet. Poulain. Poulain, on est souvent. Vous êtes souvent ensemble. Il faut faire un changement de mentalité, je crois aussi important, parce que trop longtemps, les victimes se sont senties honteuses, n'osent pas prendre la parole, ne sont pas respectées dans leur prise de parole. Ça revient tout le temps, ce côté, c'est vous finalement qui affabulez. Enfin, le fait que cette urgence n'est pas prise en compte, c'est pas. Alors c'est bien d'avoir une hotline, un numéro qui a été lancé pour pouvoir recenser, mais c'est d'abord un changement global. Et en ça, les médias ont un rôle à jouer. Alors, on va dire, tant qu'on entendra, il faut séparer l'homme de l'artiste, on a un problème, parce que derrière, non, vous avez des prédateurs, vous avez des gens qui font du mal, et ça suffit de défendre l'indéfendable. La France doit faire son aggiornamento culturel. Je ne parle pas de police de la pensée, je dis juste là qu'il est question de vie humaine. Les féminicides, c'est un mot qui n'existait pas il y a quelques années. Maintenant, on le met dans le dictionnaire. C'est important d'appeler un chat. La France, on met dans le dictionnaire. Non, mais c'est important de nommer les choses. Et vous avez derrière aussi toute la partie invisible dont on parle encore moins, qui est les enfants. Les enfants qui sont victimes d'abus sexuels, qui sont victimes de violences au sein de la famille. Justement, ce sont des sujets qui intéressent énormément les Français, qui les émeut. On avait avant-hier notre baromètre IFOP JDD sur les raisons de la satisfaction à l'égard d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe. J'ai été frappé de voir à quel point la prise de parole du président récemment sur le harcèlement scolaire sur Snapchat avait été remarquée. Snapchat, c'est un média jeune, on interroge l'ensemble des Français. Très souvent, et on l'avait dit sur ce plateau il y a quelques semaines, il fait un grand discours sur l'immigration, personne ne le relève vraiment. Là, ça a, je dirais, percolé dans l'opinion publique. Il y a des sujets, violences faites aux femmes, la pédophilie, le harcèlement scolaire, plus peut-être que des affaires médiatiques. Je pense à l'affaire Polanski de ce point de vue-là. Oui, ça fait penser aussi dans la prise de conscience à ce qui... Oui, pardon ? Non, c'est le terme, prise de conscience. Prise de conscience, mais oui, c'est les affaires médiatiques qui font la prise de confiance, parce que c'est de celle-là dont on parle. Or, derrière l'arbre Epstein, l'arbre Polanski, vous avez une forêt, et vous avez tous les invisibles qui, eux, souffrent doublement, parce qu'à la fois la prise en charge... d'alerte, façon des lanceurs d'alerte d'une certaine manière. Et sur la question sur nous en tant que société, comment on organise la prise en charge de ces victimes et la coordination des différents services sociaux. Aujourd'hui, c'est extrêmement défaillant. Vous avez des gens qui font un formidable boulot d'être famille d'accueil, notamment, qui sont très mal payés, très mal reconnus, souvent montrés du doigt parce qu'il y a eu des affaires, et voilà. Mais c'est derrière très peu d'informations, à la fois pour les victimes, mais pour les populations. Dire, on a une responsabilité collective. Il ne faut pas juste se décharger en disant « Ah oui, j'ai entendu ce qui se passait à côté, mais je ne sais pas quoi faire ». On se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Le débat continue sur Sud Radio avec vous, 0826 300 300. On va parler évidemment des Gilets jaunes, des manifestations de samedi. Un petit mot qui rejoint un petit peu ce que disait Frédéric Dabi tout à l'heure à propos des prises de conscience. Alors on est très très content que le président de la République peut-être pas aille au cinéma, mais en tout cas que les longs métrages arrivent à l'Élysée, puisqu'il a pu voir le film de Lajli, prix du jury à Cannes, qui s'appelle Les Misérables. Et donc c'était un entrefilet dans le JDD hier. Ce film l'aurait bouleversé par sa justesse. Il a même demandé au gouvernement de se dépêcher de trouver des idées et d'agir pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers. Donc là, j'avoue, ça a beaucoup fait réagir sur Internet, parce que les bras nous en tombent un petit peu. C'est extrêmement choquant, en fait, de se rendre compte que des communicants pensent que c'est un bon message de faire croire que le président de la République découvre la réalité par la fiction, par le cinéma. Il est président de la République. Il y a eu un plan Borloo qu'il a refusé sur les banlieues. Il a vu passer un paquet de plans sur les banlieues. Il y a eu des émeutes récemment, des attaques de policiers, de pompiers. Il y a eu un cirque collectif qui a brûlé, des écoles qui ont brûlé. On peut continuer comme ça longtemps à faire semblant, à faire croire qu'on joue aux béotiens, aux naïfs, et qu'on découvre la réalité. C'est extrêmement préoccupant de savoir que ce président, depuis son carrosse, observe un peu ce qui se passe autour et ne lance même pas des brioches, parce que vous en avez certains qui avaient encore l'idée de lancer des brioches. Tellement caricature. Mais enfin, la caricature, elle est là. Mais non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Je trouve la charge d'Alexis sévère. Pour autant, et là c'est le discours des Français, une des critiques les plus récurrentes adressées à Emmanuel Macron, c'est
pas le président des riches, c'est pas ce cocktail de mépris et d'arrogance qui était arrivé très fortement avant le mouvement des Gilets jaunes, c'est le sentiment de déconnexion plus ou moins complète avec ce que vit le pays. C'est avec ce type de phrase, de la même manière que des politiques qui ont dit qu'ils avaient découvert les banlieues avec le film La haine, qui a 25 ans, le film de Mathieu Kassovitz. C'est vrai que ce sont des choses qui sont peut-être dommageables en termes de discours. Ouais, non, c'est vrai. Moi, ce que je voulais dire, c'est que c'est un excellent film. En tant que conseiller régional, je fais partie du comité de soutien au cinéma. On s'est battu pour que ce film existe et on l'a financé. Et donc, la région, présidée par Valérie Pécresse, a financé ce type de film parce qu'on a vu en Ladjili un réalisateur avec énormément de talent. Et effectivement, la réaction d'Emmanuel Macron par rapport à une pseudo-découverte de ce qui se passe en banlieue est assez grave. Et c'est vrai que y a beaucoup de choses qui ont été mises de côté, notamment le plan Borloo. Donc, on peut vraiment se poser des questions parce que c'est bien de parler de la sortie du film et de mesures qu'on pourrait prendre là maintenant par rapport aux banlieues, mais qu'est-ce qui aurait dû être fait et je veux dire, le dédoublement des classes de CP dans les quartiers, c'est très très loin d'être suffisant. Oui, mais c'est déjà bien, c'est déjà pas mal. C'est très 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 loin d'être suffisant dans la mesure où les discriminations dans les quartiers touchent beaucoup de secteurs différents, que ce soit le logement, l'école, l'insertion, etc., etc. Et j'ai envie de dire que par rapport à toutes les difficultés qu'il faut dénouer dans ces quartiers-là, notamment culturelles aussi, toutes ces difficultés, c'est pas le dédoublement de la classe de CP qui peut suffire, même si la mesure est intéressante. Oui, je suis vraiment choquée par votre indignation. Oui, c'est vrai. Vous ne trouvez pas ça grotesque, Sophie? Je peux pas dire un mot. Est-ce que je peux, sans être interrompue, aller jusqu'au bout de ce que je dis? Merci. Allez-y. Ça fait partie d'un espèce de monde médiatique où on se jette sur l'expression. Oui, elle est maladroite probablement, et pourtant, qui d'entre nous n'a pas découvert au cinéma? Qui n'a pas été terriblement... On n'est pas président de la République, Je finis ma phrase. Oui, mais le président de la République n'est pas toute la journée dans les banlieues. Non, mais il faut arrêter. Valérie, c'est insupportable, je voudrais finir. Je pense qu'il a un côté... Il a un côté, Macron, et c'est un peu pour ça qu'on l'a élu, il a un côté sincère, premier degré de temps en temps, où il dit les choses. Il dit traverser la rue parce qu'il y a du boulot, on en trouve. Il dit, j'ai découvert ça, rien à voir, il faut faire quelque chose. Si, il est président de la République, certes. Qu'il le dise dans son entourage à la sortie de la projection, mais que ce soit... Cette phrase a été portée dans un journal. Je suis d'accord que c'est maladroit, c'est le règne de la communication. Alors, où il y a des mauvais communicants qui en plus font exprès de mettre ce genre de phrase, parce qu'on a vu pire, qui font exprès de faire ça, qui exprès le conseil d'avoir un groupe à l'Élysée qui dit nique ta mère dans la cour. Je veux dire, on a vu des gaffes énormes. C'est pas pour ça que la qualité de l'homme doit être systématiquement on peut comprendre ce que vous dites, mais quand on a mis de côté un plan Borloo qui comportait vraiment beaucoup de choses pour les quartiers, et que à l'issue de ce film et cette projection, on dit peut-être qu'on va repenser au quartier. C'est quand même un peu limite. Non, qu'on puisse regretter ça, oui. Cette façon de découvrir le réel et de dire à ces gens, aux ministres, je leur ai dit qu'ils aillent vite, alors cette phrase est rapportée. Non, mais c'est pas ça le sujet. Non, mais c'est pas ça la République non plus. À un moment, il faut aussi atterrir. Non, mais la Ve République a des travers monarchiques. On peut plus rien faire il ne faut pas les pousser à ce point-là, parce que vous avez une situation aujourd'hui inflammable, sociale, on ne peut pas entendre ça. Et cette pratique du pouvoir vertical là, elle est totalement anachronique, déconnectée. J'ai l'impression que c'est pas non plus. On reproche tout et son contraire. On lui reproche de pas être aux manœuvres. C'est pas le rôle d'un président de la République. Objectivement, cette phrase, je ne sais pas d'où elle sort effectivement, qui a été. On sait que les phrases, les petites phrases dans la page des confidentiels du journal du dimanche en général, c'est fait pour ça. Dans le fond, on ne peut pas croire que notre président ne connaît pas la situation des banlieues. Bien sûr, c'est ça. Il peut être bouleversé par un film. Moi, j'ai vu l'autre jour. Entre bouleversé et dire maintenant, il faut faire quelque chose après avoir vu le film. Mais c'est une réaction humaine, maladroite. Elle n'avait pas à être là. Et on joue sur les mots. On s'intéresse qu'à ça, qu'aux mots. Et moi, je trouve qu'effectivement, la situation est grave. On se retrouve dans un instant. Acte 53 des Gilets jaunes. Beaucoup de questions sur ce qui s'est passé sur les violences samedi à Paris en particulier. À tout de suite.
53e acte des Gilets jaunes samedi dernier. A-t-on laissé faire les casseurs? Les violences qui sont survenues samedi à Paris ont rappelé celles, même si elles ont été contenues, qu'il est difficile aujourd'hui de maintenir l'ordre face à des éléments radicaux. Et c'est vrai que beaucoup de questions se posent ce matin sur ce qui s'est passé. Le choix de la place d'Italie, la manière de gérer les manifestants et puis la gestion policière de cet acte 53 des Gilets jaunes. C'est vrai qu'en regardant les images, on se demande pourquoi la place d'Italie a été autorisée pour un départ de manifestation. Il y avait des engins de chantier, il y avait des palissades, il y avait des travaux en cours. C'est une place qui est facilement isolable, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Moi je parle de Alexis Poulain. Enfin, c'est clairement. D'ailleurs, cette place n'était pas celle choisie par les manifestants pour partir. Et le maire du 13e avait mis en garde le préfet justement de ce risque à cause des chantiers. Et ça vous rappelle quoi, cette grande place ronde? C'est quoi? C'est un cirque. Non, c'est un cirque romain. C'est les jeux du cirque. Beau, et vous envoyez les hordes barbares des Black Blocs contre les centurions de la République. Et puis vous faites un spectacle filmé. Et c'est quoi? C'est une dystopie. C'est quasiment Hunger Games qu'on a vu. Et tout le monde se met en scène, c'est-à-dire que vous avez des gens qui mettent le masque du Joker, qui brûlent tout ce qui est à disposition. Donc ça veut dire qu'il y a un complot, c'est la théorie du complot, c'est ça? Alors la théorie du complot, c'est la chose qu'on dit dès qu'on ne veut pas réfléchir. À un moment, il faut réfléchir de pourquoi aujourd'hui. Laissez-le terminer. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Il n'y a pas de complot. Il y a simplement un moment, quand on fait des manifestations, et les Gilets jaunes ont une responsabilité parce qu'ils ne prennent pas de service d'ordre. Vous avez par contre la police qui filtre en amont, d'accord, tous les gens qui viennent à la manifestation, qui ont pris armes par destination, des lunettes pour se protéger des gaz lacrymaux, des gilets jaunes qui sont dans les voitures. Mais là, vous avez des casseurs qui arrivent, casqués, équipés, avec des lunettes, qui ont tout ce qu'il faut à disposition et même qui amènent, vous avez, quand ils cassent la stèle du maréchal Juin, ils ont un pied de biche. C'est quoi ce bordel? Et je ne vais pas mettre l'anathème sur les policiers qui font un boulot formidable chaque week-end et qui ont beaucoup de mal. Mais ils obéissent et plus ça va, plus ça monte. On obéit à quoi? Et c'est quoi ces ordres? Et c'est quoi ce bordel? Et vous avez les manifestants qui venaient manifester qui ne pouvaient pas sortir de la NAS. Ouais. D'ailleurs, Didier va en témoigner. Didier Maïsto va tout à l'heure être était dans la manifestation, était place d'Italie et sera avec André Berkoff. Complot dès qu'on commence à poser des questions du pourquoi de ce spectacle lamentable. Vous êtes en train d'induire qu'on a fait exprès pour mettre en place un spectacle. Non, on a choisi d'empêcher une manifestation. Simplement, pour qu'on ne parle pas du fond les Gilets jaunes et de C1 an. On a eu raison d'empêcher la manifestation. Mais pas du tout. La manifestation devait commencer à 14h. À 14h30, le préfet décide de l'annuler. Et vous avez quoi? Un match. Les jeux du cirque. C'est quoi ce bordel? Mais c'est quoi? Mais il y avait des manifestations partout en France. Il y en a qui sont très bien passées. Il y en a qui sont bien passées, mais dans Paris, les caméras étaient là et on a vu ce spectacle. Mais dans Paris, il y avait plusieurs endroits de manifestation. Donc Porte de Champéret, ça s'est très bien passé. Ouais. Il n'y a pas eu les heurts qu'on a vus. Oui, non. Enfin, à part la place du Maréchal Juin où ils ont détruit. Est-ce que c'est le monument? Non. Celle du Maréchal Juin, c'est le Maréchal Juin. C'était à cet endroit-là. Non, ça s'est pas bien passé. Place de Champéret non plus. Alors plan complot. Merci. Plan, complot, etc. Moi, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que tout ça, c'est fait pour enterrer définitivement l'esprit Gilets jaunes. Ouais. Oui. En gros, on avait des Gilets jaunes qui se sont mobilisés il y a un an et qui disaient on n'est ni de droite ni de gauche, les syndicats, on en a marre. Donc c'est pour ça qu'on met un gilet jaune, parce qu'on n'est pas représenté. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'on a perdu cet esprit Gilets jaunes qui persiste encore dans la France, même pas que profonde. Ouais. On avait des classes moyennes, parfois des gens qui sont chefs d'entreprise, classe moyenne supérieure, et qui sont rentrés à la maison parce qu'ils se sont rendus compte qu'on n'a pas pris en compte leur desiderata légitimes. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, sur le plan économique, les revendications des Gilets jaunes ont plus ou moins été prises en compte par le gouvernement, que ce soit la CSG pour les seniors, que ce soit la baisse de l'impôt pour les premières tranches, etc. Donc on a lâché beaucoup d'argent du point de vue économique, mais du point de vue institutionnel, en termes de représentativité, en termes de changement de mode de fonctionnement, aujourd'hui, il n'y a toujours rien. Il n'y a rien du tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de, je ne sais pas, en termes de représentation à l'Assemblée. Alors, il était question du RIP, mais ce référendum d'initiative populaire, de quelle manière il est traduit aujourd'hui? Toujours rien. On a parlé du vote obligatoire au moment des consultations. Je pense que c'est un sujet qui est intéressant. C'est un sujet qui n'a pas abouti. Donc, aujourd'hui, sur le plan institutionnel, il n'y a toujours rien. Donc, effectivement, on a des gens qui ont revendiqué des choses et qui ne sont toujours pas représentés. Écoutez. Mais c'est vrai que l'esprit des Gilets jaunes est toujours, je dirais, il résonne toujours chez les Français. C'est notre balise IFOP Fiducial pour Sud Radio et CNews, qui montre que pour ce mouvement social le plus long sous la 5e République, qui
à trouver des débouchés dans le grand débat, dans les résultats des élections européennes qui finit par devenir presque virtuel par rapport aux premiers actes, il y a toujours un soutien et une sympathie qui dépasse 50%, qui reste très fort dans beaucoup de catégories. Et si la fièvre est, je dirais, retombée, les raisons de la colère sont toujours là. Et je suis frappé de voir à quel point, c'était une autre enquête de l'IFOP faite pour Marianne, la crainte du déclassement, le travail qui paye mal, le sentiment de plus maîtriser son destin. Et là, il y a un soutien des Français par procuration à ce que disent et ce que montrent les Gilets jaunes. On est loin de la jacquerie du 17 novembre 2018 sur tout simplement la hausse des prix des taxes sur le carburant. On n'est pas du tout sur une translation bonnet rouge, gilet jaune, c'est bien plus profond que ça et c'est dommage que ces actes de violence filmés toute la journée sur les médias cachent cette réalité-là. Un petit mot sur je comprends qu'il y a eu ce mouvement et au départ, je trouvais moi en tant que chef d'entreprise que des salariés qui ne pouvaient pas vivre de leur travail, c'est insoutenable. D'où l'idée d'ailleurs, je répète que j'ai eu et que donner au gouvernement de faire une prime défiscalisée pour qu'on puisse tout de suite faire quelque chose. Cela dit, ça a très vite dégénéré. Je trouve que la réponse du gouvernement dans l'état de la situation n'a pas été si mauvaise parce que le grand débat, ça a quand même servi. On a lâché quand même beaucoup d'argent, que c'est pas été efficace. C'est extrêmement difficile d'être efficace immédiatement. On peut pas lâcher de l'argent comme ça. Et je pense que oui, il faut essayer de désamorcer ce mouvement des Gilets jaunes en donnant des réponses. Et que je pense que c'est un peu du rôle du gouvernement d'essayer d'éviter les manifs. Ces manifs dégénèrent. Elles mettent un climat épouvantable dans le pays. C'est de l'insécurité. Visiblement, il s'est passé des choses. Moi je n'y étais pas, mais ceux qui étaient sur place disent qu'il y a quand même eu il y a eu des décisions qui n'étaient pas très claires sur la manière dont ça s'est passé. Vous avez des policiers qui prennent la parole pour dire qu'ils ne comprennent pas non plus les ordres qui sont donnés. Donc on a un problème. On a Mathieu en ligne avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Bonjour. Alors voilà quelques réflexions que je voulais vous livrer. Les images des pompiers samedi non seulement empêchés d'intervenir, mais en plus caillasser violemment. Bon, à la limite, moi, ce que j'y vois, c'est peut-être si ça peut déciler certains qui ne veulent pas voir, qui refusent, naïfs, qui ne comprennent pas ce qui se passe dans 750 zones urbaines sensibles très régulièrement auprès de ces banlieues-là. Peut-être que pour une fois que c'est filmé, il y a peut-être certains naïfs qui vont prendre conscience de la dure réalité que subit les pompiers et la police régulièrement dans ces zones-là. Ça, c'est une première chose que je voulais dire. C'est des images qui sont insupportables d'ailleurs. Je voulais parler du préfet de police qui m'a fait très mauvaise impression. Je l'ai vu nous tenir un discours que la situation était sous contrôle, tout en voyant des images qui prouvaient le contraire. Donc j'ai cru à un moment qu'il allait nous chanter « Tout va très bien, Madame la Marquise », puisque c'était complètement décalé par rapport à la situation qu'on subissait. La meilleure preuve, c'est qu'il a pris la décision bonne, je pense d'ailleurs, d'annuler la manifestation, ce qui prouve bien que la situation n'était pas sous contrôle, puisque rien ne s'est passé. Mais il a eu raison d'annuler, non ? Oui, mais ça prouve bien que la situation n'était pas sous contrôle, puisqu'il n'avait pas prévu et anticipé les problèmes. Et je voudrais juste signaler une chose qu'on a oubliée. Vous savez, en 2019, il y a eu une loi anti-casseurs qui a été adoptée. Et vous savez, on a pas mal glosé là-dessus. Et si je lis littéralement, mot pour mot, la loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et sanctionner leurs auteurs. Quid de cette loi ce week-end ? Excusez-moi, mais la loi a été votée, elle existe. J'ai vu des gens masqués dont le visage était caché. Je croyais que c'était aussi interdit dans la loi anti-casseurs. Donc le pire des choses, encore une fois, c'est d'avoir voté une loi et de ne pas être capable ou de ne pas vouloir l'appliquer. Mais elle a été appliquée en plus il y a quelques mois. Elle a été appliquée, on peut s'interroger pourquoi elle n'a pas été appliquée cette fois-ci. Parce qu'on les a vus, ces casseurs. Alors après, certains disent qu'il y avait effectivement des éléments provocateurs, mais on a vu des casseurs. On les voit, ils sont filmés. Trouvons-les. Jugeons-les. Mais pourquoi ils ne sont pas arrêtés ? Bonne question. Et la question des engins de chantier non, mais le gouvernement veut laisser les casseurs, il est content. Ça décrédibilise le mouvement. Non, mais c'est qu'il y avait il y a quelques mois un niveau de vigilance qui était bien plus important qu'à l'occasion de cet anniversaire. Alors, est-ce qu'on a été imprévoyant ?
peut-être que c'est de l'imprévoyance, peut-être que c'est de l'incompétence. C'est pas forcément la théorie du complot, mais en l'occurrence, on était beaucoup plus attentifs il y a quelques mois sur ce qui se passait au mouvement. Peut-être qu'il y a une espèce finalement, on s'habitue presque à ça. C'est ça qui est dramatique aussi. C'est dramatique parce que 118 journalistes ont été blessés suite à ce mouvement. Oui, vous en avez encore. Non, mais journaliste. Aujourd'hui, il suffit d'avoir un brassard presse pour dire qu'on est journaliste. Attention, il y a le brassard presse, mais il y a ceux qui font leur boulot. Et après, le journalisme citoyen, ça compte aussi. Et quand vous avez justement des gens qui vont montrer l'autre envers, regardez sur les violences policières, journaliste, en l'occurrence un qui brandit le poing, etc. Mais c'est son droit. Mais il a fallu quand même le travail de tous ces journalistes citoyens pour qu'on commence à parler de violences policières, parce que sinon, on n'aurait pas eu les images. Et ces images, quand on les voit, elles sont scandaleuses. Disons-le. Et c'est pas les médias mainstream qui ont filmé ces images. Elles y étaient aussi. Enfin, si vous étiez sur les chaînes d'infos, vous avez vu qui sur sont la les violence médias vis-à-vis des manifestants, beaucoup moins que la violence des manifestants vis-à-vis des forces de l'ordre. Vous avez peut-être des raisons, mais on a le droit de critiquer les médias sans être anti-médiatique, loin de là. Mais je pense qu'il y a une autocritique qui a été faite à ce moment-là, d'ailleurs, on en a parlé, mais qui est nécessaire. Et 118 journalistes blessés, visés, je le rappelle, c'est pas rien. Moi, je suis peut-être encartée. Je trouve sincèrement qu'aujourd'hui, Dieu sait si les médias sont nécessaires, j'y suis, etc. Je trouve que trop, c'est trop. Je veux dire, la mise en avant, le récit permanent. Là, actuellement, c'est pas de leur faute, je sais pas comment on fait. Je trouve que les chaînes d'infos et les médias en font trop. Les gens n'en peuvent plus. C'est en permanence aller chercher ce qui ne va pas. Je pense que ça nous empêche de réformer, qu'on est complètement obnubilé par ça. Non, mais ça finit par être un biais. Et je suis très embêtée parce que la liberté de la presse, c'est quelque chose auquel je tiens. D'ailleurs, comme par hasard, plus il y a de médias, moins on est libre dans la presse. Ça dépend de. Ici, on est libre de le dire, mais on n'est pas libre de le dire sur une chaîne d'infos. Oui, c'est un autre débat. Mais effectivement, la question est aussi pourquoi est-ce que ces manifestations-là, celles des Gilets jaunes, se passent ainsi? On pense à la manif contre l'islamophobie qui s'est déroulée plutôt dans le calme. Céline nous dit bien évidemment que. Pardon ? C'était dans. Oui, c'est passé dans le fond de la manif, qui n'était pas calme et n'était pas apaisé. Mais je parle des débordements et des black blocs. Céline nous dit bien évidemment que notre cher préfet a laissé faire. Nous étions 5 avec un gros sac à dos. Nous avons atteint la place d'Italie sans aucune fouille. Nous aurions pu passer n'importe quelle arme. Isabelle nous dit si les manifestations se déroulaient comme elles doivent l'être, le droit de manifester existe ou pas, il y aurait de plus en plus de monde dans les rues. Il faut de l'autocritique. Enfin, à un moment, pourquoi aussi il y a ça ? C'est qu'il n'y a pas de service d'ordre. Tout simplement. Parmi oui, vous organisez des manifs sans service d'ordre, évidemment que vous faites déborder vu qu'il n'y a pas de service d'ordre. Donc à un moment, il y a cette responsabilité-là aussi. Moi, j'ajouterais un point, c'est que en fait, on a maintenant chez les pseudo-gilets jaunes des gens qui sont encartés, que ce soit à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. On a le 5 décembre qui se prépare et je pense que c'est aussi l'occasion pour certains de préparer le 5 décembre en disant regardez comme on n'est pas content et on fait monter la mayonnaise pour que le climat soit délétère. Donc les gens qui participent, qui profitent de revendications légitimes des gilets jaunes, de l'esprit gilet jaune pour préparer les futurs échanges, je trouve qu'il ne faut pas tout mélanger non plus. Allez, on se retrouve dans un instant. On aura Elisabeth en ligne avec nous, 0826 300 300. On attend vos réactions sur Sud Radio. Merci. Ils sont rares ces gens-là à avoir témoigné du vrai. Aujourd'hui, le 26 janvier, Jérôme Rodriguez, il s'est fait dégommer en direct devant énormément de gens aujourd'hui, j'en fais partie, qui ont peur d'aller manifester. Il ne faut pas imaginer que parce qu'on n'a plus que 28 000 manifestants... Non, mais attendez, c'est important. Non, mais Elisabeth, vous semblez... Moi, ce qui me gêne dans votre discours, c'est que c'est blanc et noir. C'est-à-dire qu'il y a les gentils gilets jaunes qui se sont fait matraquer par les flics, par les salauds de flics. C'est peut-être pas aussi simple que ça non plus. Et c'est ce que disait Didier Maisto dans son tweet de samedi. On a eu une manifestation des pompiers il y a 3 semaines avec des pompiers qui se sont fait gazer à bout portant par des policiers. Aujourd'hui, le problème de la manifestation et du droit de manifester, où le préfet l'allemand peut dire aujourd'hui, je ne suis pas dans votre camp. Quel camp? De quoi on parle? Un préfet aujourd'hui doit protéger dans une manifestation autorisée, effectivement, le nassage, la méthode de nassage. Didier Maisto en témoignera peut-être, il y était, place d'Italie. Aujourd'hui, on a des méthodes, que ce soit le 1er mai à la place de la Contrescarpe, arrêtons de parler que des gilets jaunes. On a une méthode de répression des manifestations, c'est un droit constitutionnel, avec une méthode minority report de gens qu'on empêche de manifester. Mais il y a des manifestations, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des manifestations qui se passent bien. Genre s'il y a eu de la violence, on peut aussi s'interroger du pourquoi de cette violence. Intéressant. Pourquoi les casseurs?
pourquoi les casseurs, pourquoi les casseurs, on va pas les stigmatiser, pourquoi les casseurs sont sur ces manifestations d'envergure. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement historique d'une ampleur qui a fait trembler un gouvernement. Oui, il y a eu la manif pour le climat où il y a eu 40-50 000 personnes et où il ne s'est pas passé ça non plus. Donc, attendez, j'y étais dans la manif pour le climat, il y a eu des débordements partout. Mais pas de cette ampleur-là. Aujourd'hui, quand même, on tire. C'est pas des tirs au hasard de LBD, etc. Vous avez un chirurgien, Laurentine, qui a une pétition d'un nombre de gens mutilés par des armes de guerre, que ce soit la grenade, Gli ou le LBD. Ce sont des armes de guerre. On a tiré à bout portant sur des journalistes. Je suis désolée, c'est la réalité. Vous regardez ce week-end ce qui s'est passé. On a des journalistes aussi qui arrivent pour relayer des informations habillées avec des tenues de combat d'un autre monde. Non, mais c'est vrai. Alors, il nous reste peu de temps, Isabelle, et Brice Nkonda, voulez-vous répondre ou réagir à ce que vous venez de dire? Ce que je crois, madame, c'est qu'effectivement, il y a vraiment un sujet profond par rapport à ce que revendiquent les Gilets jaunes. Mais très concrètement, les policiers qui sont en face des Gilets jaunes sont eux aussi des Gilets jaunes. Quand on regarde leur statut, leur pouvoir d'achat, etc. Aujourd'hui, il y a une mise en scène qui est épouvantable et qui, d'un côté, des gens qui veulent légitimement manifester et de l'autre côté, des personnes qui ont des ordres et qui connaissent la même situation que les Gilets jaunes. Donc on est vraiment dans une situation qui est ubuesque. Et je pense que par-delà ce que vous dites, la question qui se pose, c'est la question du débouché politique des Gilets jaunes. On voit bien que ça a coincé à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'au moment des européennes, on a vu la constitution de liste. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est une chose de manifester. Et après, il faut trouver une traduction politique à toutes ces manifestations. Et c'est ce que le mouvement n'a pas réussi encore à faire. Mais effectivement, si le gouvernement ne prend pas vraiment en compte cette question avec des mesures qui complètent l'arsenal qui a déjà été pris au niveau du pouvoir d'achat, qu'on peut juger satisfaisant ou insatisfaisant, mais s'il n'y a pas des nouvelles mesures qui permettent cette traduction politique, on s'expose encore à de nouvelles vagues de manifestations et ça ne finira pas. Donc à un moment, il faut vraiment aller jusqu'au bout du sujet. Et malheureusement, on a tendance à mettre tout ça sous le tapis, alors qu'il faut vraiment aller au fond et traiter le sujet complètement. Je suis bien d'accord là-dessus. Et puis, j'ai infiniment mon instinct de chef d'entreprise. Les résultats ne sont jamais là tout de suite. C'est terrible. Et quoi qu'on fasse, même si on avait le plus doué des présidents de la République, etc., on ne peut pas, c'est très compliqué. Mais il y avait des mesures qui avaient été réclamées, encore une fois, on le répète depuis, mais de la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité. Il y avait eu des pistes qui étaient une amélioration simple du quotidien. Ils ont quand même eu des pistes, et vous vous rendez pas compte de l'état des finances, parce qu'on a lâché du fric, il faut en lâcher à l'hôpital. Mais non, mais alors, il faut réformer avant. C'est pas que le fric, c'est pas qu'une question de fric. Alors, Frédéric, il faut réformer avant de lâcher du fric. Je serais assez ambivalent. D'une part, les Français, et c'est la première fois que je vois ça depuis 20 ans dans nos enquêtes qualitatives de la rentrée de septembre-octobre, exprimer un « ça va mieux ». Très timide, mais ça va mieux sur le pouvoir d'achat. On nous disait, j'ai bénéficié d'heures supplémentaires, de la prime d'activité, je n'ai pas vraiment payé d'impôts si je suis imposé à l'impôt sur le revenu parce qu'on m'a fait un chèque du Trésor public. Donc, pour autant, ça n'a pas asséché les attentes et l'angoisse sur la question du pouvoir d'achat, qui sera le juge de paix du quinquennat d'Emmanuel Macron. Mais comme l'a dit votre auditrice Valérie tout à l'heure, ce qui met le plus en colère les Français, j'utilise ce mot colère à dessein, c'était une enquête faite pour Marianne, c'est le travail qui ne paye pas. C'est le fait que le salariat moyen ne s'en sort pas, et c'est ce salariat moyen qui a voté massivement pour le Rassemblement national aux élections européennes, qui dans l'enquête IFOP JDD sur ce second tour, bien sûr artificiel à 2 ans et demi du vote, mais quand même réel, Marine Le Pen, Macron, ils sont tous les deux à 50-50. C'est là que va se jouer le quinquennat. Des choses ont été données, lâchées, je ne sais pas quel mot utiliser, mais très très clairement, on est vraiment dans le cœur de la suite du quinquennat, comme l'inversion, plutôt la non-inversion de la courbe du chômage, avait été le juge de paix du quinquennat précédent. Vous avez expliqué que Marine Le Pen ne va pas faire des merveilles sur l'augmentation du pouvoir d'achat ou des salaires. Ça risque pas. Il faudrait quand même réfléchir 2 minutes. Les gens qui votent Le Pen doivent un peu réfléchir avant d'aller. Il a un niveau d'économie zéro quand même. La vraie question, elle est beaucoup plus profonde et on ne veut pas la voir parce que si vous ouvrez un peu les yeux et vous regardez à côté, il n'y a pas un pays, il y a de nombreux pays aujourd'hui où tout le monde est dans la rue, où on n'en peut plus en fait des élites qui imposent des politiques justement parce que la dette, parce que etc. Et
c'est toujours sur un petit truc, le prix de l'essence, le prix du ticket de métro, c'est toujours la vie quotidienne, parce que ça ne marche plus. Et puis vous avez les vendredis, les marches pour le climat, tous ces jeunes qui se mobilisent. Et puis vous avez... alors, je veux bien qu'on continue de faire comme si tout ça allait durer très longtemps, mais on est dans un changement de monde. Un principe simple qui est que les gens voient bien que la société de consommation qui est devenue la société du gâchis, elle marche pour certains. Alors vous avez une classe moyenne chinoise qui est en train d'émerger, une classe moyenne indienne, etc. Mais pour nous, les classes moyennes qui ont bénéficié de la croissance, c'est un déclassement. Donc c'est un vase communicant. Et derrière, vous avez l'urgence climatique qui fait qu'on ne peut pas continuer dans cette surproduction, cette surconsommation, et le fait de dire que vous allez toujours travailler plus pour gagner moins, parce que derrière, c'est l'envie de vivre, simplement, l'envie d'avoir un avenir aussi, un projet de vie pour ses enfants. Les services publics, c'est quoi? C'est le bien de ceux qui n'en ont pas d'autres. Il faut les défendre. Et c'est bien pour ça que les Français les défendent, et que les médecins aujourd'hui... Mais pourquoi ils sont plus? Parce qu'on organise l'asphyxie. On a les moyens aujourd'hui. On a les moyens de financer les services publics. Il suffit simplement de revoir la répartition des richesses et la captation du profit. La répartition des pouvoirs. Il faut manager les services publics. Ça se finance. C'est un choix. Voilà. La pauvreté est un choix politique. C'est très intéressant car nous avons l'opposition caractéristique gauche-droite, me semble pas. Ça existe encore. Oui, vous dites il faut donner des moyens, et moi je dis il faut d'abord organiser puis donner les moyens. Vous pensez que les moyens suffisent? Toujours plus de moyens? On fait faire 4 fois les mêmes examens dans les hôpitaux. Mais là on parlait pas de ça. Je parle des moyens de travailler correctement. C'est pas parce mais les moyens de travailler correctement, vous pensez argent? Non, je pense les gens qui travaillent et qui sont payés pour faire ce travail et qui sont assez nombreux pour le faire correctement. On a rapidement Max en ligne avec nous. Bonjour Max. Mal payé. Max, allez dire aux médecins des urgences qui sont trop nombreux. Vous nous appelez de Castres, on vous écoute Max. Oui, alors ma réponse est un petit peu globale. Je dirais que c'est parce qu'on a laissé faire les casseurs que le mouvement des Gilets jaunes se termine. Les casseurs ont jeté le discrédit sur le mouvement. C'est vrai. Ça, c'est la première chose. Ensuite, pour mener une analyse dépassionnée des choses, et comme je suis un passionné d'histoire, je peux me permettre de la faire, n'engageant que moi. L'approche que je fais, c'est toujours à qui profite le crime. Aujourd'hui, nous sommes à la fin du mouvement. Je constate que ce mouvement s'est éteint. C'est donc pas forcément à ceux qui ont décidé de le mettre en place qu'ils profitent. C'est donc à ceux qui voulaient le discréditer qu'ils profitent. Voilà pour ce qui est du mouvement. On ne peut pas dire ça. C'est évident, on va m'accuser de théorie du complot, comme la plupart du temps on ne dit jamais que quelqu'un est aveugle mais malvoyant. C'est une autre maladie. À qui ça profiterait? À qui ça profiterait? Ça profite à ceux qui aujourd'hui en place maintiennent un modèle sociétal qui a pour effet d'augmenter la pauvreté et le nombre des plus pauvres et d'enrichir les plus riches. C'est pas vrai, parce que le modèle social français, justement, est le plus redistributif d'Europe. C'est une contre-vérité, monsieur. Bon, écoutez, on aura l'occasion, Max, on aura l'occasion d'en redébattre et de vous redonner la parole sur Sud Radio. Pardon de cette interruption un peu brutale parce que c'est la fin de l'émission. Restez, vous pourrez réagir, mais c'est Didier Maistre qui sera au micro d'André Berkoff pour reparler de ce qui s'est passé samedi. Merci à vous, bonne journée, écoute de Sud Radio.